Salut à tous, enfin le retour du football singapourien, après une demi-année. L'occasion de calquer le championnat sur ce qui se fait en Angleterre et dans la majeure partie des pays européens, c'est-à-dire une saison ne se déroulant plus sur une année civile, mais chevauchant 2 années. Pendant 6 mois, on s'est donc tapé des matchs amicaux à tout va, jusqu'à la semaine dernière, et le Community Shield entre l'Albirex Niigata Singapore et Lion City Sailors. Vendredi, la Singapore Premier League reprend, avec en match d'ouverture un affrontement entre deux clubs historiques, Geylang et Balestier Khalsa. Et cette année, j'ai envie de couvrir le championnat et vous le faire découvrir. Mais au lieu de parler pendant 30 minutes tout seul, dans un décor digne de Romain Molina, comme vous pouvez voir, j'ai décidé d'être accompagné de quelqu'un. Et donc, j'ai fait venir avec moi Florian du compte Twitter TeamSingaFR. Salut Florian, est-ce que ça va? Bonjour Kylian, ça va bien, merci à toi. Pour moi, je me présente, c'est Florian, donc Florian PFC sur Twitter. Je tiens la page Team Singa FR où il y a toute l'actualité sur le football singapourien, que ce soit la SPL, la Deloitte Women's Premier League ou bien la Singapore Football League 1 et Singapore League 2. Très bien, très bien. Du coup, tu vas m'accompagner tout au long de la saison, car on fera plusieurs émissions de ce genre au cours de la saison. Je sais pas encore combien, parce que j'aurai un été assez chargé, mais voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Bon, et j'espère du coup que vous aurez aussi envie de suivre la Singapore Premier League avec nous. On va diviser la vidéo en plusieurs parties. N'hésitez pas à la mettre en fond au passage et à faire autre chose en même temps, parce qu'il va pas se passer grand chose à l'écran, c'est surtout audio. On va donc présenter notre favori, notre outsider, notre déception, puis un rapide coup d'œil sur les 3 clubs restants. Car oui, cette saison, comme l'an dernier, 9 clubs disputeront la Singapore Premier League. Mais avant ça, est-ce que tu as quelques mots sur le Community Shield, qui a eu lieu il y a quelques jours, du coup, entre Lion City Sailors et l'Albirex Niigata Singapore, et qui s'est terminé par 2 buts à 0 pour Lion City. Alors oui, j'ai quelque chose à dire sur la Community Shield concernant du coup le match entre LCS et Albirex. Je trouve que ça a été un match à vraiment sens unique quand on voit déjà par rapport aux stats. À la première mi-temps, on voit que l'Albirex a tiré 0 fois au cage. C'était franchement un gros bloc défensif et LCS a déroulé son jeu tranquillement. Je trouve que le match n'a pas été équilibré, ça n'a pas plu que ce soit à tout le monde, même aux spectateurs. J'ai vu justement des Singapouriens qui étaient en train de se plaindre du niveau de football de Singapour et essentiellement du coup de l'Albirex qui compare par rapport à l'année dernière où c'était pas du tout le même club, on peut dire. Mais je suis très content de la victoire de LCS, c'est ce que j'avais mis dans mes pronostics. Et je pense qu'ils vont faire vraiment quelque chose cette saison. Et même si les mécanismes ne sont pas encore là, concernant les deux équipes, il y a une équipe qui va énormément plus réussir cette année que l'autre. Ouais, je te rejoins totalement sur cette analyse. Voilà, donc on a eu en plus quand même un magnifique but pour commencer, celui de Chawala Noir quand même, qui est pas un joueur qui a forcément été très prolifique les dernières années par rapport à d'autres, mais qui a quand même cette régularité, qui est toujours là, en sélection aussi notamment. Donc voilà, ça lance bien sa saison. Et puis un second de Maxime Lestienne sur penalty, forcément, l'immanquable Maxime Lestienne. Mais je te rejoins effectivement sur l'Albirex. Après, il y a eu beaucoup de changements, on en parlera plus tard à l'Albirex. Donc ça explique ce Community Shield très compliqué. Mais c'est vrai que Lion City aurait pu vraiment enfoncer le clou un peu plus. Voilà, donc sans transition, on va parler de notre favori. D'ailleurs, je vais commencer avec le mien. Et sans surprise, bon, vous me connaissez, j'ai pris mon club préféré, j'ai pris Tampines. Tampines qui s'est écroulé en fin de saison dernière, malheureusement, à cause d'un manque d'efficacité quand même assez terrible. Euh, C'était, on va dire, la conséquence d'une transition de style de jeu, vu que Tampines en 2022, on était sur un jeu très direct, très vertical, et tout très offensif aussi. Sur certains matchs, notamment, je me rappelle contre Young Lions en 2022, il y a eu une victoire 5-2, on avait vraiment une équipe coupée en deux. Sauf que l'an dernier, Gavin Lee, le coach, le jeune coach qui est d'ailleurs très talentueux, Gavin Lee qui a transitionné sur un tiki-taka, qui a un peu de mal quand même encore à se mettre en place, même si on voit beaucoup de choses, mais c'est un style de jeu qui est très peu utilisé encore à Singapour, donc forcément ça s'est cassé un peu la figure à la fin. Surtout que un autre problème de Tampines, c'était le manque de joueurs offensifs efficaces. Il y a Boris Kopitovic, qui a toujours été très très bon, mais il était tout seul, c'était le seul avant-centre de métier l'an dernier à Tampines. Du coup, ce qui obligeait le club à jouer avec une seule pointe, sachant que Gavin Lee en 2022, et c'est ce qu'il aime, jouer avec 2 pointes.
Ça a été corrigé du coup cet hiver et même ce printemps avec l'arrivée du coup de deux joueurs offensifs, deux buteurs. Alors il y a Titipat Ekarunpong qui est donc un Thaïlandais qui est arrivé grâce au partenariat entre Tampines et le club de BG Pathum en Thaïlande. Ça sera vraiment un joueur, je pense, qui jouera peu au début et qui apportera au fur et à mesure. Et sinon, l'arrivée majeure, c'est Seiya Kunori, 21 buts, 12 passes décisives l'an dernier avec l'Albirex Niigata Singapour, et qui pourra non seulement permettre à Boris de souffler, et par la même occasion aussi de jouer dans une attaque à deux qui correspond bien mieux au club. Parmi les autres joueurs à suivre, on aura forcément quand même des noms intéressants, surtout sur le front offensif, avec Taufik Souparno par exemple, Faris Ramli, qui ont fait des belles saisons ces dernières années. Il y aura Joel Chow, meilleur passeur du club et du championnat, j'ai un doute, mais il me semble, en 2023. Et aussi Amirul Adli, qui était recruté au rival Geelong en défense, et qui pourra permettre de souffler un peu à Zlatkovic. Surtout que Tampinis l'an dernier a fait quelques bourdes assez dommageables en défense, parce que sinon c'était quand même assez solide. Donc voilà, ce sera pour moi mon favori. Et je te laisse présenter le tien maintenant. Alors pour ma part, l'équipe favorite pour cette saison, c'est du coup les Lion City Sailors, donc les LCS. Je trouve qu'il y a eu vraiment, pour leur premier match, on va dire diffusé de la saison, donc le Community Shield, ils ont montré un très très bon niveau contre un Albirex qui a fait du grand n'importe quoi. Mais on va pas revenir là-dessus pour le moment, parce qu'il y a différents gros facteurs à cela. Donc je trouve que du coup l'équipe est bien favorite pour finir vraiment top 1. Peut-être pas de très très loin, mais ça va peut-être se jouer à une ou deux défaites, on peut dire, par rapport à Tampines. Donc c'est peut-être sûrement des défaites ou des victoires justement face à Tampines qui vont faire jouer le championnat. Parce que je vois pas les autres équipes en soi être en niveau point tout aussi haut du classement. Donc je trouve que du coup LCS, par contre le seul défaut de LCS c'est que ça tourne beaucoup autour de Maxime Lestienne. Qui est un peu partout, c'est un peu le magicien de LCS hein, pour ma part. Même s'il a été du coup comme décrié en ce moment par les quelques supporters singapouriens qui sont fans de foot singapourien ou pas. Du coup, c'était l'info de la semaine dernière d'ailleurs, ça a traîné sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça. Je voulais en parler, mais je dis que vu que la communauté singapourienne est assez grosse et importante, j'avais pas envie de tomber dans ce bordel, on va dire. Donc, je trouve que peut-être je pense que LCS va être performant, mais pas aussi performant que l'année dernière. Ce que je sous-entends, c'est que il y aura peut-être, je pense, moins de buts et que Maxime Lestienne ne sera peut-être pas le meilleur buteur du championnat. Je pense que ça va être clairement, je pense, un joueur de Tampines. Hein. En soi, je pense que ça va être peut-être Seiya Kunori qui risque d'être le meilleur buteur. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire d'autre sur LCS? Que oui, que l'effectif du coup n'a pas énormément changé. Ça va être toujours, on va toujours avoir les mêmes têtes. Il y a eu une ou deux montées, je crois, de U21, si je m'en souviens bien. Donc il y a eu Nathan Mao et Mohamed Hadis qui sont montés. Mais, euh, mais j'avoue que je ne les connais pas assez pour en dire plus. J'ai hâte de voir quand même les petits jeunes se lancer. Surtout que Nathan Mao n'est que âgé de 16 ans. Donc je sais pas si ça va faire jouer quand on compare à Ogang United un Lukatan, mais hâte de voir ça, hâte de voir cet effectif peut-être rouler pas rouler sur le championnat, mais rouler sur les bases équipes. Et pour l'instant, on n'a pas assez d'infos pour en dire plus. Mais je pense que LCS sera favori et que on va avoir du boulot. Je te reprends sur Nathan Mao, très 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 gros prospect, peut-être top 3 des jeunes, on va dire de moins de 18 ans, les plus prometteurs du football singapourien. Vraiment, c'est vraiment quelque chose, ce joueur. Du coup, je pense qu'on va le voir un peu jouer, ça va être intéressant. Voilà. Je pense qu'on peut passer du coup aux outsiders slash surprises du coup de cette saison. Je peux te laisser présenter le tien en premier. Si, vas-y. Ok, bah pour ma part, la petite surprise de cette saison, ça sera Geylang International Football Club. Alors pourquoi? J'avoue qu'en vrai, il n'y a pas eu de trop de raisons particulières. Là, c'était vraiment l'instinct. Pourtant, parce qu'ils n'ont pas eu des résultats si excellents pendant l'intersaison. Bon, on me dirait que tous les gros
tous les clubs singapouriens ont flopé durant l'intersaison, surtout pendant les matchs internationaux. Je ne citerai personne à part Ougang par exemple. Mais Geylang, je pense, sera la petite surprise de l'année, pardon, la surprise de l'année. Parce que je trouve que c'est une équipe qui peut faire quelque chose, qui peut bien cacher son jeu. J'ai eu des retours comme quoi à l'entraînement ça bossait bien et peut-être mieux que d'habitude. Par rapport à l'effectif, il y a eu quelques petites venues. Là, j'en peux en compter 2, 4, 6, 8, 9. 9 dont deux gardiens. Autrement dit, les deux gardiens de Gaëlang ont été changés par l'ancien goal remplaçant, je crois, de LCS, Rudy Kairula et l'ancien gardien de Kalsta, Hyrule Siran. Il y a eu trois nouveaux avant-centres au sein de l'équipe, dont un ancien joueur japonais qui vient d'Europe, enfin qui a été libéré de son contrat et qui vient d'Europe, Tomoyuki Doi, qui joue auparavant au Monténégro, je crois que c'est, non, en Albanie, pardon, en Albanie au FK Tbilissi. Alors, je n'en ai jamais entendu parler, je sais pas si tu le connais. Tomoyuki Doi, oui, parce que il avait fait une super saison à l'Albirex Niigata Singapour et il était parti ensuite à Fujieda au Japon. En troisième division, où il a jamais réussi à percer, du coup après il est parti au Monténégro, et là il revient dans le championnat qu'il a révélé, donc ça sera vraiment vraiment à suivre. Je pense que Geylang a de la petite surprise, que ce soit, je pense, niveau offensivement. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose. Par contre, la défense, j'ai un peu peur. Je pense que c'est l'équipe qui va marquer quelques buts, mais qui va en prendre beaucoup, mais qui va quand même réussir à se hisser en haut du classement. Et le reste de l'équipe en soi n'a pas trop changé. C'est une équipe, elle est pas très vieillie, c'est pas très vieille, donc en soi, ça peut être une équipe qui peut durer sur deux, peut-être voire trois saisons. C'est pas comme d'autres clubs où c'est que des jeunes ou que des vieux et qu'il faut changer tous les tous les tous les ans. Mais je pense que le fait que ouah, je reviens sur Albirex Niigata, mais c'est aussi particulier ce qui se passe cette année, c'est aussi un grand changement. Je trouve que le fait que l'Albirex Niigata ne soit plus un club local va faire une grosse différence dans le championnat. Et j'ai hâte de découvrir toutes ces surprises au cours de cette saison. Pour te rejoindre sur Geylang, effectivement, en plus, il y a l'excellent coach Nour Ali, je crois il a dû rester, qui est peut-être le meilleur coach local singapourien à l'heure actuelle. Et Geylang, ce qui est effectivement intéressant, c'est l'arrivée de ces joueurs offensifs, parce que c'est un club qui sous-performait énormément ses XG l'an dernier. C'est sûrement le club qui sous-performait le plus, qui se procurait des dizaines d'occasions chaque match, mais qui parfois ne pouvait marquer qu'un but, que deux buts, parce qu'il manquait cette finition. Et voilà, effectivement, ça va être vraiment intéressant de suivre ça pour Geylang. Du coup, je te rejoins totalement sur ton analyse. Moi, de mon côté, du coup, j'ai choisi en outsider Baylestir Khalsa. J'avoue que c'est pareil, un peu au feeling. C'est un club qui s'est beaucoup rajeuni. Donc, t'en parlais de ces clubs qui s'étaient rajeunis, et lui, c'est le cas, il s'est rajeuni. Et qui était vraiment l'an dernier le club du divertissement. Grâce à son coach Peter De Roo, qui est du coup un coach néerlandais, qui prônait, on va dire, le paroxysme du jeu à la singapourienne, c'est-à-dire un genre de kick and rush ultra offensif où tout le monde monte. Les latéraux, il reste juste deux défenseurs. Des fois, c'était vraiment impressionnant, Baylestir, t'avais tout le monde en attaque. Ça s'est un peu calmé en fin de saison, à cause de la fatigue et puis d'une évolution quand même du jeu, parce qu'au bout d'un moment ça fonctionnait plus. Mais le club a quand même fini troisième meilleure attaque, devant par exemple Tampines, et par contre deuxième pire défense, il n'y a que Young Lions qui a pris plus de buts qu'eux. Aucun match nul, 12 victoires, 12 défaites l'an dernier, voilà, ça montre un peu ce jeu en ça passe ou ça casse. Mais voilà. Et cet hiver, il y a eu des recrues intéressantes, notamment Samir Alassane, qui est le fils de Guy Alassane, un joueur malien qui a beaucoup marqué le football singapourien dans les années 2000. Et surtout, l'arrivée majeure, c'est Kodai Tanaka, qui avait été monstrueux à l'Albirex en 2022, qui commençait bien à Lion City l'an dernier, mais qui s'est lourdement blessé, et qui est revenu un peu. Et pour remplacer les nombreux départs, notamment Owailon, Daniel Go et Shohei Oshino, les trois parties à l'Albirex, il y a eu le recrutement du franco-tunisien Ismail Sassi, qui a joué la majorité de sa carrière en Grèce et à Chypre. T'as aussi du coup le gardien Hafiz Ahmed de Geylang qui est arrivé,
Donc il y a eu de ces changements. Il y a quand même quelques joueurs importants en qui sont restés. Je pense à Masahiro Sugita, Allen Kozar ou Foudil Iyad, le jeune latéral qui s'est révélé. Et ça peut. Je pense pas que ça jouera le titre, ça paraît quand même compliqué par rapport à Tampines et la City, mais ça peut largement se battre pour le podium, avec Gelang, avec l'Albirex, peut-être avec Ougang, on en parlera plus tard. Voilà. Donc pour moi, c'est mon outsider. Et je parlais justement de l'Albirex parce qu'il me semble que c'est ta déception. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, pour moi, l'Albirex, c'est une déception, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est la déception parce que du coup, cette année, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, l'Albirex est devenu un club local. Donc, ce que cela signifie, c'est que du coup, ce n'est plus une équipe du coup japonaise et que du coup, il y a les règles locales et que du coup, il y a que 3 joueurs, oula, je crois, oui, 3 joueurs extra-communautaires plus un, si je m'en souviens bien. Et du coup, Ça a changé. C'est oui, je 4, l'ai noté en plus. c'est 3 plus 1 plus 2, il me semble. Ou 4 plus 2, je sais plus. Je sais pas parce que c'est, ouais, je sais plus parce Il que me les catégories semble, sont bizarres. Ouais. il me semble que c'est 3 joueurs extra-communautaires, un joueur extra-communautaire asiatique et 2 joueurs extra-communautaires de moins de 21 ans ou de 23 ans. Il me semble. Il me Ouais, ça semble, doit en être tout ça, cas oui, c'est 6. En tout cas c'est 6. En tout cas si tu peux, ouais. tu peux globalifier, c'est 6 joueurs extra-communautaires. Voilà. Je Bref. corrige du coup. Bref. Je suis désolé, du coup je t'ai encore coupé. Mais voilà. Oui, non, pas plus inquiétant, hein, j'ai pas l'habitude donc Je te, n'hésite pas à me couper. Hein. je te laisse reprendre du coup. Donc pour moi, oui, l'Albirex Niigata sera la déception de cette saison, mais pas en termes négatifs, mais positifs, parce que car ça fera du bien au championnat, car tous les clubs, à part DPMM qui du coup maintenant est toujours un club de Brunei, du coup à la règle des 6 joueurs extra-communautaires, et du coup l'Albirex Niigata, comme avait que des joueurs japonais, ont dû faire un énorme chantier cet été pour avoir une équipe, on va dire, locale, et les premiers résultats sont catastrophiques. C'est le chantier de cette saison de A à Z. Je les vois pas finir haut dans le classement, ni bas, je vois milieu de tableau. Les mécanismes ne sont pas du tout là. Sont pas du tout là. C'est vraiment quand j'ai l'impression que ça va être un nouveau club en fait. C'est peut-être l'Albirex Niigata, mais il va pas avoir grand chose. On ne verra pas grand chose cette année. Je pense que la première partie de saison sera assez difficile contre les gros clubs style SC, LS, LCS, Tampines ou même Geylang ou le Balestier Calça. Ça sera, je pense, très très dur. Ils n'arrivent pas à suivre le rythme, ils jouent que en bloc défensif, on a vu que ça. Peu d'occasions qu'ils ont eu lors de la Community Shield, enfin du Community Shield, c'est juste des erreurs d'étourderie de LCS. Ils ne nous ont rien montré. Les supporters, il y a tout qui est négatif cette saison. Même leurs supporters sont négatifs. Ce sont les premiers haters de Maxime Lessien et Kopitovic parce que c'est juste des hommes à tirer des pénalties. Ils critiquent tout. Je pense que l'ambiance du club a dû bien changer et j'ai peur pour cette équipe qui roulait sur le championnat. Mais bon, quand tu roules sur le championnat alors que t'as pas l'IRL local, c'est un peu bizarre. Là, on va peut-être enfin voir le vrai niveau, on va dire. Et je pense que les années de gloire de l'Albirex Niigata seront derrière eux et ils vont, je pense peut-être, bah, je vais pas dire plus jamais, ils vont mettre du temps à réatteindre les sommets parce que voilà quoi. Et niveau de l'effectif, surtout les effectifs, j'avais vu. Ils ont recruté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 joueurs. Tu peux pas être champion de ton championnat, pas remporter le championnat avec une équipe refaite à neuf. Oui, donc oui, il y a 10 joueurs qui viennent, ils viennent un peu partout. Il y a notamment 2 joueurs de J2, un joueur de J3. J'avoue, je ne connais pas le niveau parce que la J2 et J3, je le suis vraiment très très loin. Donc il y a pour la J3, il y a par exemple la venue de Stevia Egvus Mikuni du FC Gifu. Et là, il y a Yohei Atake de Nagasaki, Yohiro Sagaige de Toshigi. Je pense que l'équipe va jouer autour d'eux, même si
ils sont âgés. Je pense notamment à Yuhiro Takahage qui a 37 ans. Je connais pas assez, mais bon, je pense que c'est pour finir peut-être les belles années de sa carrière. Mais je pense pas qu'il y aura grand chose cette année au niveau du jeu de Singapour. De Singapour, oula. De l'Albirex Niigata. Surtout que c'est un peu un recrutement, je sais pas, fait à la va-vite, on va dire. Il y a un peu de tous les âges. Les gros joueurs qu'ils ont recrutés sont âgés, d'autres non. Mais par exemple, je m'attends beaucoup à Daniel Go pour cette saison, qui vient de Balestier. Qui vient de Balestier. Je m'attends beaucoup à Daniel Go. Je pense que ça va être vraiment le petit bonbon de Stalbirix Niigata. Mais sinon, voilà, j'ai rien à redire. C'est juste que non, c'est une équipe prophète à zéro, avec 18 arrivées, ne peut pas faire grand chose en championnat. Et ce soit une déception pour tout le monde. Mais pour le championnat, le fait que l'Albirix soit un club maintenant local fera le plus grand bien auprès de tout le monde. Ouais, bah c'est ça, pareil, je suis assez d'accord. Euh, les années précédentes, on va dire que c'était refait à neuf, mais la différence, c'est que. Enfin, c'est déjà, il y avait quand même peut-être un poil moins de mouvement, et surtout, t'avais quasiment que des Japonais. Donc ça facilitait quelque part. Surtout que t'avais quand même. Ils venaient beaucoup en provenance des mêmes universités, des mêmes lycées, des mêmes académies. Là, t'as vraiment, du coup, ces joueurs recrutés un peu partout. Même les Japonais, t'as Oshino, qui vient du championnat. T'as ce mélange. Je pense que en 2025-2026, il y a moyen, si ça bouge pas trop, d'avoir une équipe ultra compétitive. Mais cette année, le temps que tout se mette en place, c'est. Voilà. C'est Yokokawa aussi qui est parti du côté de Hugang. Je comprends pas pourquoi l'avoir laissé partir, parce qu'il a vraiment stabilisé cette équipe. Et du coup, sans transition, ma déception, moi, de mon côté, du coup, c'est Hugang. J'ai dit Yokokawa, c'est Yokoyama, pardon, désolé. Voilà, ma déception, c'est Hugang, parce que, pareil, j'ai peur qu'il y ait trop de changements. Déjà, il y a eu l'arrivée de Marko Kraljevic, bon, qui était nécessaire parce que Hugang a fait une très mauvaise saison l'an dernier, était censé viser le top 4, mais a fini rapidement dans le milieu de tableau sans espoir de monter beaucoup plus. Donc il y a eu ce gros renouvellement d'effectifs. On suivra quand même certains joueurs locaux parce que je trouve que Hugang a beaucoup de bons joueurs locaux, forcément dans ses équipes jeunes, avec Irian Fandi, le quatrième de la fratrie des Fandi. Il y a aussi forcément Lukatan, le franco-singapourien, qui est très intéressant. Mais eux, on risque encore pas trop jouer parce qu'ils sont jeunes et ils jouent avec le U21. Mais par contre, il y a le jeune Abjay Robson, qui était une des rares satisfactions l'an dernier. Il y a Danny Shirfan et Jordan Westering aussi en défense qui seront à suivre. Et du coup, au milieu, pour stabiliser, vu que Robson l'an dernier était le seul qui tenait un peu la route, il y a eu du coup l'arrivée de Shodai Yokoyama de l'Albirex Niigata Singapour. Et ça, c'est peut-être la recrue majeure du club. J'en attends beaucoup. Donc, on va voir comment ça évolue. J'ai pas grand-chose d'autre à dire en plus. Mais voilà pour Hugang. Voilà. On peut maintenant du coup passer aux trois clubs qu'on a ni dans nos déceptions, ni dans nos outsiders, ni dans nos favoris. Globalement, ce sera les clubs sûrement qui joueront les trois dernières places. Donc on peut commencer avec Brunei DPMM. On n'attend pas grand chose. L'an dernier c'était déjà compliqué. Et là, c'est pas mieux. Donc pour ceux qui connaissent pas, Brunei DPMM, c'est un club brunéien, mais qui joue dans le championnat singapourien parce que c'est le cadre du Brunei et que le championnat du Sultanat est très faible. On a donc du coup un joueur mythique de ces dernières années qui est Andrei Voronkov qui est parti et qui a été remplacé par un Mexicain, Julio Cruz, qui a joué la majeure partie de sa carrière au Costa Rica. J'attends de voir ce que ça va donner. De toute façon, offensivement, le joueur qui va compter le plus, ça va être Hakeme Saïd, qui était un peu la révélation de la saison dernière, il me semble avec 12 buts en 24 matchs. Il y a eu cependant quelques transferts intéressants. Je pense à Farshad Noor, qui est international et je crois qu'il a été capitaine aussi de l'Afghanistan, et qui arrive en provenance de la E-League en Inde. Pour ça, il va vraiment stabiliser ce milieu, qui avait beaucoup de lacunes physiques. J'ai aussi envie de voir le prospect Shafiq Safioddin Sharif, qui jouait dans le championnat du Brunei, j'ai oublié le club, mais il jouait dans le championnat brunéien, et qui arrive du coup à DPMM,
qui aime bien recruter un peu encore dans ce championnat. Et il est international espoir, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà pour DPMM, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ce club. Alors, pour moi, DPMM, je pense que les Young Lions vont faire une meilleure saison qu'eux. Ça me surprendrait pas. C'est, ça me surprend pas aussi parce que, bah, d'après les retours, les résultats des matchs des Young Lions qui ont remporté quelques matchs amicaux, alors que d'habitude Young Lions, on va dire, est l'équipe qui ne remporte jamais rien. C'est un peu normal Oui, aussi. C'est pas mm, des U23 pour ceux qui ne connaissent pas, sont oui. des U23 de Singapour, donc c'est, on va dire, ouais, l'équipe nationale bis, on va dire. Ouais, basiquement, t'as la Mais moitié des. Je pense que t'as 2 tiers de la sélection U23 qui vient de Young Lions, hein. En gros, pour expliquer davantage, c'est le club qui est affilié au service militaire. Parce que à Singapour, il y a un service militaire. Et donc, les joueurs qui le font peuvent être prêtés ou passent par Young Lions. Voilà, en gros. Donc, c'est le passage obligatoire dans sa carrière. Mais du coup, on a un effectif qui change énormément chaque saison. Et voilà, du coup, pareil, du coup, on peut transitionner sur Young Lions, qui finira normalement soit dernier, soit avant-dernier, soit avant-avant-dernier. Mais il y a quand même cette année, je trouve, un cru très 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 intéressant de jeunes joueurs, avec notamment, parmi les noms à suivre, Farhan Zulkifli, Danish Kayoum, Ethan Pinto, Jonan Tan, Harish Krishnakumar, il y a aussi Ikram Mikhail Mustakim, Andrew Oyongrey, Ryan Sanizal et le gardien Aizil Yazid. Eux, ça sera vraiment les joueurs à suivre. La plupart seront normalement dans le 11 type, peut-être à part Jonan Tan qui est quand même assez jeune, et Ikram Mustakim aussi. Mais vraiment, ça sera. Je trouve qu'on est sur une bonne année en termes de jeunesse par rapport aux années précédentes. Et ça montre aussi que le championnat singapourien, qui est en train de se rajeunir, arrive vraiment de plus en plus à produire des jeunes talents. Voilà. Désolé, je t'ai coupé sur Young Lions si tu voulais finir, du coup. je vais finir bah, que les Young Lions cette année, il y aura trois joueurs étrangers, enfin deux joueurs étrangers, dont un binational. Hein. Donc, genre, je pense que niveau G, je pense que tu dois peut-être les connaître. T'as Itsuki Enomoto qui vient de Matsumoto Yamagata. Yamaga, ouais, ouais, ouais. Yamaga, oui, pardon. Il y T'inquiète. a Keizai Ogawa qui vient du coup bah, de Albirex mais de Singapour. Hum, voilà. Et t'as le Singapo Indonésia aussi, indonésien, Febrian Putra Pradana, qui vient Ouais. de Tanjong Pagar U21. Hum, Je pense que ça fera peut-être un peu du bien ouais. Surtout qu'il y a toujours les de. deux. Il y a toujours Ken Kobayashi et John Kobayashi, du coup, qui vont tenir un peu le club, eux qui sont là depuis plusieurs saisons déjà. Qui était quand même assez bizarre leur arrivée, parce que normalement Young Lions à la base c'est un club qui était réservé aux Singapouriens, et depuis quelques saisons on a des Japonais qui arrivent petit à petit. Bah, du coup selon les quotas quand même, mais ça permet de rendre le club peut-être plus compétitif, parce que un joueur japonais qui arrive de J3, on va pas se mentir, la J3 c'est une des meilleures troisième divisions au monde, donc il sera largement prêt pour jouer le championnat singapourien. Et du coup, pour finir la transition, tu parlais de Tanjong Pagar U21. Et du coup, le dernier club dont on n'a pas parlé, c'est Tanjong Pagar. C'est très particulier ce qui s'est passé cet hiver. Beaucoup de cadres sont partis, notamment Blake Ricciotto et Mirko Sogic au milieu de terrain, qui est un peu l'âme de l'équipe, les âmes de l'équipe. Et le club s'est énormément rajeuni, je crois qu'on est à 24 ans de moyenne d'âge. Faut savoir que Tanjong Pagar c'est un club très 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 modeste, c'est le seul club qui n'a pas de groupe ultra revendiqué. C'est voilà, un petit club de quartier. Il y a eu beaucoup de recrutements de jeunes joueurs, notamment Pratip Ekamparam, qui est un gardien singapourien de 22 ans, qui va être à suivre, qui arrive du coup de Young Lions, et qui devrait être titulaire. En défense, t'as le franco-congolais Pati Moulamantsoko, qui a été recruté, qui a été formé à Caen, qui a 23 ans. T'as plusieurs jeunes U21 qui sont montés, notamment latéral Farid Jafiri, qui est international espoir, et qui est vraiment pas mauvais. Je trouve d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de jeunes de Tanjong Pagar. Donc, c'est vraiment un club qui a développé ses U21, et c'est intéressant, parce que ça va être une arme cette saison. T'as aussi Rezki Ramadani, 23 ans, qui est arrivé. Stefan Paunovic, qui est arrivé de Serbie, 22 ans. Et le Timorien Zenivio,
qui a officiellement 19 ans, et je dis bien officiellement parce qu'il faut se méfier avec les joueurs du Timor-Leste. En plus de ça, ils seront encadrés par un autre Français, Salif Cissé, qui a été formé au Mans, et du coup, ça fait une équipe très jeune, construite pour être performante, pas cette saison, mais la saison suivante. Donc ça risque de pas beaucoup gagner cette année, mais ça sera vraiment quand même une équipe à suivre pour la jeunesse qu'il y a. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur TPU? Bah, l'autre transfert que je crois pas que tu l'as évoqué, mais de Timur Talipov, l'Ouzbek, Ah, j'ai oublié, effectivement. qui vient du coup de Neftchi, un club kirghistanais, Ouais, et un joueur japonais qui vient des Maldives. Alors, je pense qu'il vient de vacances pour repartir en vacances, de totalement. Tomoki Wada, le milieu offensif de 29 ans. Mm. Il vient de Mazia, des îles Maldives, donc Le Cador des Maldives. Vas-y. Et bah, en tout cas, ce sera peut-être, d'ailleurs, pour l'occasion, j'ai mis un maillot de Tanjong Pagar. Mais du coup, ça sera peut-être l'équipe que je suivrai le plus avec Tampines cette année, parce qu'elle m'intéresse beaucoup, puis c'est un club pour qui j'ai un peu d'affection. Voilà, maintenant, avant de se laisser, on va présenter succinctement moi 3 joueurs et toi 4 joueurs à suivre cette année. Je te laisse commencer, enchaîner les 4. Et ok, voilà. alors moi, pour les 4 joueurs à suivre de cette année, alors de base, oui, je vais choisir 3 joueurs, sauf que moi, j'avais choisi que des joueurs étrangers. C'est pas fait exprès, hein, c'est par préférence de ce que j'aime voir sur le terrain. Et du coup, j'ai pris un quatrième joueur qui est du coup d'origine singapourienne. Donc, pour ma part, les 4 joueurs que j'ai choisis, tout d'abord, il y a Boris Kopitovic, donc le joueur monténégrais. Je sais pas comment on dit, le joueur qui vient du Monténégro, qui a marqué 17 buts la saison dernière, cadre de Tampines. Le joueur, je pense, qu'on remarque bien comme il faut sur le terrain par sa prestance. Il est, même si c'est pas le meilleur buteur du coup de Tampines, également hein, du club la saison dernière. Je le vois pas comme Maxime Lestienne, par exemple. Maxime Lestienne, tout le monde joue autour de lui. Mais Boris Kopitovic, c'est vraiment le pivot pur en fait. Il est là, il sait où il faut être, il marque ses meilleurs tapines et voilà. Ce qui me fait marrer avec Boris, hein, je vais l'appeler par leur prénom, c'est peut-être plus pratique. Par Boris, c'est que tout le monde a peur de lui sur le terrain. C'est quelque chose qui avait marqué la saison dernière. C'est sacré, mais quand il y a Boris qui arrive, il y a tout le monde qui se calme et voilà quoi. Malgré qu'il y a le poncho quand même, le petit Boris. Mais je vous conseille de suivre. Si vous voulez voir le pivot, l'avant-centre, c'est Boris qu'il faut voir. Deuxième joueur, bah, Maxime Lestienne, meilleur buteur la saison dernière avec 25 buts, je crois. 25 buts et 22 passes décisives. Donc les 80, 79 buts de LCS l'année dernière, plus de la moitié provenait de Maxime. Vraiment, Maxime, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment l'homme à tout faire. C'est l'ailier gauche, mais on peut le voir jouer en 10. Même des fois en avant-centre, des fois tu vois que lui. On le remarque, mais on le remarque pas on va pas dire par la prestance comme Boris Kopitovic, mais par le fait qu'il est tout le temps le ballon. C'est L'équipe tourne autour de lui et tant que ça marche, bah faut continuer. Le troisième joueur, on va partir au Japon. Maxime Etienne, le Belge d'ailleurs, hein, j'ai oublié de préciser la nationalité. Pour le troisième joueur, excusez-moi, on va partir avec un joueur japonais, donc Seiya Kunori, qui a été transféré cette saison à Tampines. Je pense que tu as dû bien sourire quand tu as dû voir le transfert. Ah, vraiment, j'étais l'homme le plus heureux du monde, hein. Ouais, je comprends totalement, parce que moi aussi d'ailleurs, hein, quand j'ai vu qu'il était parti à Tampines, j'ai fait ah ouais. Voilà, donc on va dire qu'il a été transféré à Tampines parce qu'il a subi l'effet du changement de club de Albirex. Parce que je pense que si l'Albirex serait resté l'Albirex avec les règles japonaises, on va dire, il serait resté, je pense, sûrement là-bas. Mais c'est quoi? L'année dernière, c'était 21 buts en 23 matchs et 12 passes décisives.
donc vraiment le meilleur joueur de l'Albirex, offensivement je parle. Par contre, j'ai quelque chose à dire en plus sur Seiya Kunori. Il peut jouer qu'il soit avant-centre ou 10. Et cette année, je pense qu'il va plus jouer 10 que avant-centre, parce que avant-centre, je pense, sera réservé à Kupitovic. Je pense pas qu'il va se faire détrôner. Je pense Euh, que je pense qu'il y aura de toute façon un système à deux attaquants avec Kopitovic en pur neuf et Kunori qui tournera autour, un peu en électron. Je pense que c'est ce que Gavin Lee va vouloir mettre en place. et ben, c'est un excellent choix de sa part, je trouve. Parce que si, je pense que ça peut faire très très mal. Ouais. Et je suis bien content de dire ça. Parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert le football singapourien il y a un an. Je me suis mis cette année à plus me renseigner là-dessus, même si je suis pas du tout parfait. Et c'est pour ça que au fil du temps, je vais en apprendre encore plus. Mais, euh, mais voilà, donc Seiya Kunori, le japonais, ça va être l'année prochaine. Cette saison, il sera dans le top 3 des meilleurs passeurs. Et je pense qu'il sera pas troisième. Je te rejoins. Et pour, et pour finir, j'ai pris Shawal Anwar, le joueur de LCS. Alors pourquoi je l'ai pris Je l'ai choisi plutôt. Bah parce qu'il est fort, il est bien, il est bon. On l'a vu lors du Community Shield. Il, il est là, il a montré qu'il était là. Malgré ses 32 ans, il en met toujours sur le terrain. Il peut être discret, il peut être là quand il faut. Quand il a le ballon, il sait quoi faire, il n'est pas perdu, il connaît son jeu et l'année prochaine, avec Maxime, ça peut refaire mal. Et je pense que ça va faire très très mal. LCS va tourner essentiellement autour de Maxime et Shawal. Ouais, je suis assez d'accord. C'est un joueur qui a cette régularité qui manque un peu parfois aux buteurs, aux offensifs dans le championnat singapourien. Et même en sélection, c'est un joueur qui est très régulier, qui marque ses buts et qui va vraiment, pour le coup, bien occuper les défenseurs et libérer des espaces pour Maxime Lestienne et pour transition exceptionnelle, un des trois joueurs que je vais présenter moi. Je t'ai laissé du coup présenter des joueurs qui font vraiment tout exploser cette année, on en a une certitude. Moi j'ai envie d'aller sur quelques joueurs, soit de l'ombre, sur trois joueurs, soit de l'ombre, soit qui vont sûrement confirmer cette année. Et pour faire la transition avec Lion City, j'attends beaucoup d'Abdul Rassak. Abdul Rassak, c'est un joueur qui s'est vraiment révélé la saison dernière, en début de saison dernière, où il enchaînait les buts. Je l'avais vu jouer, du coup, à Singapour. Et c'était vraiment impressionnant. C'est un joueur très bien placé, ailier de formation, mais qui a été replacé en buteur, parce que les ailes étaient largement prises. Et, il est bon, il a une bonne capacité de placement, une bonne vision du jeu. Il est adroit face au but alors qu'il est jeune, il a 22 ans. Et vraiment, ça va être intéressant. Cependant, l'an dernier, il s'est fait les croisés, donc il a manqué une bonne partie de la seconde partie de saison. Je sais pas dans quel état il va revenir, et ça va être la plus grosse interrogation. Un autre joueur, du coup, que j'ai envie de. Toujours sur le front offensif, que j'ai envie de présenter, c'est Zikos Chua. Ceux qui me suivent depuis un moment, j'en avais déjà parlé. À l'époque, il était à Young Lions, ensuite il a fait son service militaire, et cet hiver, il a rejoint Geelong. Donc on parlait qu'il y a eu un gros renouvellement des buteurs. Zikos Chua, c'est un joueur du coup singapourien d'origine grecque, euh, un très bon finisseur et surtout un joueur solide qui pèse sur les défenses et quand même pas faux techniquement. Donc qui peut vraiment marquer, je pense, sa petite dizaine de buts cette année, surtout s'il a la confiance de Nourali, et je pense que ce sera le cas, parce que Nourali, il me semble, l'a connu en sélection jeune. Voilà. Du coup, ça va vraiment être le joueur que j'attends. Et le dernier joueur sur lequel je veux compter, c'est à Tampines, c'est Kyoga Nakamura, forcément. Il a toujours pas la nationalité singapourienne, ça fait 3 ou 4 ans qu'il la demande, je crois qu'il me semble qu'il faut qu'il soit là depuis 5 ans pour l'avoir. Donc ça sera peut-être en 2025 qu'il l'aura. C'est du coup un milieu japonais qui est devenu la référence des milieux de terrain à Singapour. Un joueur ultra technique,
avec une très bonne vista. Par contre, c'est pas un joueur très costaud physiquement, mais c'est pas ce qu'on lui demande. C'est lui qui trouve les espaces, qui est bon, qui est un bon dribbleur aussi, qui crée vraiment des différences au milieu de terrain à Tampines. On l'a un peu moins vu l'an dernier, parce qu'il se marchait pas mal dessus avec des joueurs comme Joel Chow par exemple, ou Yassir Anapi, ou Shairan, qui ont un peu ces profils du coup de créateurs, et ça manquait vraiment d'un récupérateur à Tampines. Cette année, il y aura un peu moins ça, donc on pourra peut-être le revoir à son meilleur niveau, parce que c'est un joueur qui a besoin d'espace. En tout cas, j'ai hâte de le voir. Et voilà, donc c'est les trois joueurs que j'ai envie de suivre, des joueurs un peu plus de niche, mais vraiment n'hésitez pas à les suivre, c'est intéressant. J'ai envie de parler, il va y avoir deux choses pour finir cette vidéo. Donc à la toute fin, on fera chacun notre pronostic du classement. Mais avant ça, j'ai envie de parler d'un joueur sur qui j'avais parlé sur Twitter, qui ne sera pas dans le championnat cette année, même si j'aurais bien aimé le voir, mais qui a un destin sympa, c'est Kai Shinglo. Kai Shinglo, je l'avais vu jouer du coup sur place au stade. L'an dernier, il avait fait quelques minutes dans un match entre Young Lions et Lion City Sailors, si je dis pas de bêtises. Il était rentré quoi 15 minutes et ça avait été un titan absolu à seulement 16 ans. Un joueur techniquement supérieur à beaucoup ceux sur le terrain et qui n'a fait aucune erreur. Alors qu'il jouait son premier match en pro, enfin, oui, en pro, à 16 ans. Et j'ai récemment vu, je voulais en parler à la base ici, mais c'est passé inaperçu, il est parti à La Liga Academy, une académie basée à Madrid qui recrute des joueurs du monde entier. Donc peut-être un jour, s'il réussit à progresser, notamment physiquement, parce qu'il est encore très frêle, on pourrait le voir en Liga. Et je trouve ça absolument exceptionnel, et je tenais du coup à le dire. Enfin, voilà. Et du coup, maintenant, on peut passer du coup sur ton pronostic, enfin nos pronostics. Je vais te laisser le tien. Donne-moi ton top 9. On verra en fin de saison si t'as eu raison ou pas. Alors pour moi, mon top 9, on va commencer de bas en haut. Donc 9ème, je pense, ça va être DPMM, donc le club Brunei. En 8ème position, on va pas dire ma petite surprise, mais en vrai, je suivrai bien leur match cette saison au Young Lions. Je sens que, je sais pas, j'ai une intuition qu'ils vont faire quelque chose et que ça va pas me déplaire. En 7ème position, ce sera Tanjong Pagar. Euh, pourquoi je peux pas dire que c'est la seule place qui me reste, mais qui me restait sur le classement, mais on va dire que c'est un club qui est habitué à cette position-là. On voit une grosse différence par rapport en haut du classement et je pense pas que ça va changer de sitôt. Sixième, alors tu vas peut-être être surpris pour le sixième, mais j'ai mis Ougang en sixième position. Je sens que ça va être là, ça va pas du tout être bon pour eux cette saison. Ça va être catastrophique. C'est le seul point qu'ils vont gagner, c'est contre les équipes de bas de tableau et peut-être contre le cinquième. Enfin, dont j'ai pronostiqué la cinquième place. Mais je m'attends pas à grand chose et je vais quand même être déçu. En cinquième position, j'ai mis le Balestier Calça. Voilà, ça va jouer mieux de tableau, ça va être chill, ça va pas se mettre de pression. Ils sont au courant qu'ils vont perdre contre le top 3 ou enfin le top 2, mais ils sont assez puissants pour quand même gagner contre le bas du classement, donc ça va être mi-figue mi-raisin pour eux, mais ce n'est pas négatif du tout parce que ils restent toujours à la même place et ils sont constants sur cette place-là et si ça leur convient, bah tant mieux. Quatrième position, j'ai mis l'Albirex. Ça va être catastrophique. Je sens qu'ils peuvent gagner des matchs, mais les mécanismes, ils vont pas être là. J'ai peur pour eux. Je sais pas si j'ai plus peur des joueurs ou des supporters, on sait pas. Mais dans tous les cas, ça va pas être beau à voir. Ils vont être quatrième, mais ça va faire du bien au classement, ça va faire du bien au championnat et on demandait que ça. Troisième position, j'ai mis Gailang. Donc ma petite surprise pour moi cette année. C'est l'intuition qui parle, c'est le feeling, je sens qu'il va se passer quelque chose. Je pense que Gailang, ça va vraiment être la surprise. Ils peuvent au moins faire une défaite cette saison. Ils peuvent faire une défaite à LCS sans Piniz. Défaite surprise, mais au moins ça va être cool, ça va faire plaisir à tout le monde. Et j'en attends pas moins, j'en attends pas plus quoi. Deuxième, j'ai mis Tampiniz.
ça va se jouer à 3 points d'écart ou à 2 points d'écart avec le LCS. Les matchs vont être magnifiques. Et j'ai hâte du prochain LCS Tampines. J'ai pas le calendrier sous les yeux, mais ça va être beau, ça va être magnifique. Il y aura du football. Et dommage, c'est juste dommage qu'on n'a pas évoqué, mais que le Tampines Hub est en travaux cette saison. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte, ça me chagrine un peu. C'était pour moi, bah, même pour toi, le plus beau stade du championnat. J'ai envie de rebondir là-dessus. Des PMM vont jouer à Brunei cette saison à domicile. Ils retournent dans leur stade. Quoi? Et hein? Mais donc il va falloir se taper les trajets en avion à chaque fois? Et bah, je pense que oui, j'avais vu ça sur le communiqué officiel de la SPL de cette saison. DPMM va jouer à Brunei cette saison. Ah bah l'empreinte carbone va être sympa. L'empreinte carbone va être sympa et je sais pas ça va maintenir. Je pense que oui, mais je pense qu'ils ont dû retourner là-bas parce que avec Tampines Hubs en travaux, ça fout encore plus le bordel niveau calendrier pour les terrains. Donc Après il y en a d'autres des stades, hein. Genre, genre par exemple t'as le stade du Jungfrau Pungol dans le quartier de Pungol qui aurait pu être pris. Bah d'ailleurs t'as un stade qui n'était pas utilisé l'an dernier qui est pris, c'est celui de j'ai oublié. Mais bon enfin bon. Je suis sceptique. Enfin, déjà sur l'empreinte carbone. Après, au moins, ils pourront avoir leurs supporters. Ceci dit, l'an dernier, ils avaient quand même des supporters au stade, pas de groupe ultra, parce que forcément, ils étaient à Brunei. Mais on va dire que c'est un club qui est quand même assez soutenu par la communauté musulmane de Singapour, vu que c'est un club qui représentait un sultanat. Donc, ouais. Bah, tu me surprends, j'avais pas l'info. J'ai hâte de voir ça, mais. Voilà, l'empreinte carbone, quoi. Bref. Désolé, je te laisse reprendre. ça, et bah, du coup, on prend la position LCS, mais comme j'ai tout mis avec Tampines, ça va être vraiment du beau jeu, du spectacle. On va pas être déçus. En vrai, j'ai préférence pour que Tampines gagne, hein, parce que j'avoue que c'est grâce à toi quand même, tu as fait connaître le football singapourien. Quand on en a parlé il y a un an, c'était Tampines. Mon premier atout que tu m'as apporté, c'était Tampines. Et j'ai un affect tout particulier avec Tampines aussi, hein, peut-être pas autant que toi, parce que toi tu les avais sur place, etc. Mais LCS Tampines, j'ai juste envie de voir du beau jeu. Et voilà quoi. Et j'ai surtout hâte de l'année prochaine où normalement il y aura le 10e club qui n'a pas pu être présent cette année, qui est Tanga FC, qui n'a pas pu remplir le dossier à temps et qui est normalement l'année prochaine, c'est quasiment officiel, sera le 10e club du championnat. On aura enfin un championnat avec un nombre pair, parce que le nombre impair c'est un peu pénible pour les exempts à chaque fois. Mais, mais voilà. Du coup, moi mon classement, il sera pas si éloigné du tien, mais j'aurai quand même quelques différences. En dernière position, je vais mettre quand même Young Lions, même s'il y a une belle génération, ça me paraît compliqué. En avant-dernière place, j'hésite fortement. Parce que le fait que Brunei et DPMM jouent à. Non, ouais, ça changera pas grand chose. J'allais dire le fait qu'ils jouent à domicile, ça va les avantager. Enfin, en Brunei à domicile, ça va les avantager. Mais après, ils devront se déplacer à l'extérieur à Singapour, donc c'est problématique aussi. Donc je vais quand même les mettre du coup 8ème. En 7ème place, je vais mettre Tanjong Pagar, comme toi. En 6ème, Hugang, pareil, mêmes arguments. En 5ème place, je vais mettre Geylang, parce que j'aime bien le projet. Et donc, je pense que de la 3ème à la 5ème place, ça sera ultra serré. Mais pour moi, il manque encore de profondeur et de banc, et il manque encore quelque chose. Mais peut-être l'an dernier, on va dire que c'était la défense qui a un peu sauvé le club. Là, j'ai peur que cette année, ce sera plutôt ça qui la condamne. Voilà, 4ème, je vais mettre Bailestir. C'est un peu osé de les mettre devant Gelang, mais j'ai envie d'y croire. J'ai hâte de voir déjà le jeu offensif du club. 3ème, donc forcément, je mets l'Alvirex Niigata, parce que je pense que au début de saison, ils vont être très mal, mais petit à petit, ils vont remonter la pente du classement. Mais ce sera cependant insuffisant pour aller chercher le top 2, qui devrait être très serré, mais j'ai envie d'y croire, donc je vais mettre Lion City 2ème et Tampines 1er. Mais ça sera vraiment, vraiment, normalement très serré. Et
en espérant que Tampines ait tiré, enfin en espérant pour moi et pour eux, que Tampines ait tiré les leçons de l'an dernier et réussisse mieux à gérer sa fin de saison. Donc, donc voilà. Est-ce que tu as un pronostic peut-être sur le meilleur buteur? Tiens, mouillons-nous un peu. Sur le meilleur buteur, laisse-moi réfléchir. Non, je pense que ce sera encore Maxime Lestienne comme l'année dernière. Ok, ok. Et bah moi j'ai envie de prendre un petit risque et je vais dire que le meilleur buteur de cette saison ce sera Kodai Tanaka de Baylor Steer. Parce qu'on devrait avoir un jeu quand même très offensif, donc ça risque de marquer beaucoup. Kodai Tanaka il a raté à Lion City mais c'est à cause de sa blessure. S'il ne se blesse pas et qu'il reprend son rendement de 2022, ça peut vraiment, vraiment, vraiment être... Parce que c'est Kodai Tanaka, c'est un joueur vraiment chirurgical devant le but. Peut-être un des meilleurs finisseurs que j'ai pu voir à Singapour. Voilà. Le fait que Lion City ne l'ait pas gardé, d'ailleurs, ça me surprend beaucoup. C'est comme Kunori qui n'est pas gardé par Niigata et qui prennent à la place Shohei Yoshino. Bon, ça j'ai pas compris non plus. Mais voilà, pareil, que le fait que Kodai Tanaka ne soit pas conservé par Lion City, ça m'a surpris un peu. Et Baylor Steer a vraiment fait un excellent coup de le chercher. Donc je pense vraiment qu'il peut devenir meilleur buteur. Mais effectivement, je pense que ce sera très serré entre lui, entre Kopitovic, Kunori, Lestienne. Je pense vraiment, et peut-être même Shawala Noir qui pourrait un peu se mêler à ça. Ça va vraiment pour moi être serré entre ces quatre. Donc ça sera vraiment passionnant. Et ça sera pas comme les dernières années où quand même t'avais des joueurs beaucoup beaucoup au-dessus des autres. Je pense vraiment qu'il y aura une plus grosse uniformité. Donc bah je pense qu'on a bien fait le tour de cette présentation. Je pense que la prochaine échéance ça sera juillet. Du coup on se fera un petit bilan du début de championnat en juillet. Et puis voilà. Voilà. Merci d'avoir accepté mon invitation du coup. Bah, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, voilà, je pense que c'est un format qui peut être sympa, assez de niche, hein, on va pas se mentir, je pense que vous serez pas très nombreux à regarder, mais j'avais envie de le faire déjà l'an dernier, et cette année j'ai saisi l'occasion, je me suis dit, allez, on va parler un peu de Singapour Premier League, parce que c'est un championnat très accessible, je rappelle qu'il est diffusé sur la chaîne YouTube Singapour Premier League, commenté en anglais par d'excellents commentateurs, c'est un championnat qui a la VAR en plus, donc qui est quand même assez avancé techniquement parlant. Donc voilà. Il faudra juste que vous vous habituiez au synthétique absolument dégueulasse, mais voilà. Bon, enfin bref. Merci du coup d'être venu jusque-là, d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt. Je vais essayer de sortir une vidéo par semaine en mai. Donc voilà, voilà. Et bon, à la prochaine. Bye bye.